Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux ce matin. Nous accueillons aujourd'hui M. Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, auteur d'un livre à paraître intitulé Holy War, l'arme de propagande massive. Vous y traitez la question de la fabrication de l'ennemi, que vous avez déjà évoqué dans un de vos précédents ouvrages, donc dans la production hollywoodienne, qui a réussi, à travers la production de 2700 westerns, tournés en quelques décennies, que les Indiens étaient les méchants et les cow-boys les gentils. Et le raisonnement vaut pour beaucoup d'autres ennemis. Vous avez la parole. Merci. C'est bon là, ça marche? Ouais. Merci d'être venus nombreux. D'habitude, moi, quand j'étais étudiant, à 9h, c'était toujours un peu compliqué. On avait des taux de remplissage qui étaient bien inférieurs à ça. Vous avez dormi sur place, je pense, donc c'est très bien, je vous félicite. Alors, je vais essayer de vous expliquer ma démarche. Vous avez, comme moi, été aux États-Unis. Vous avez remarqué qu'il y a des drapeaux américains partout, sur les bagnoles, sur les barbecues, sur le toit des maisons. Bon. Et en fait, je me faisais une remarque. Je me disais, mais comment peut-on être si fier d'une identité nationale qui a quand même été esclavagiste, qui a été ségrégationniste jusqu'aux années 60, qui est encore raciste aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est les faits qui le prouvent, qui a été génocidaire à l'égard des Indiens, et qui est encore impérialiste. Bon. Donc, je rentre dans une librairie et je demande, est-ce que je voudrais voir vos manuels d'histoire? Et le type me dit, mais il n'y a pas de manuel d'histoire. Chez nous, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale. Et donc, ce sont les États qui sont responsables de l'enseignement. Je me disais, Ciel, comment est-il possible de vivre sans... comment est-il possible de vivre sans... Alors, attendez, il faut que ça marche. Voilà. Comment est-ce possible de vivre sans ministère de l'Éducation nationale? C'est quand même une limite importante. Alors, il me dit, moi j'ai fait une année d'histoire des États-Unis, une année de l'histoire universelle, et il conclut avec cette phrase désarmante, il me dit, mais nous sommes un pays tourné vers l'avenir, donc l'histoire ne nous intéresse pas. Et en fait, j'en ai conclu que c'était Hollywood qui faisait le récit national, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Michelet, si vous voulez, comme il y en a en France, pour faire le récit national sur lequel la Troisième République va faire tous les manuels, etc., etc. Et donc, je suis parti de cette idée que, finalement, Hollywood a construit et diffusé le récit national. Alors, comme ça a été dit, c'est un formidable pouvoir de persuasion, puisque quand même, ils ont réussi à nous convaincre, enfin, en tout cas, ma génération, peut-être moins la vôtre, que les cow-boys, c'était les gentils et les Indiens, les méchants. Or, c'était purement et simplement un génocide, hein, si on y réfléchit bien. Toute la technique, les camps de concentration, les déportations massives, les exterminations en masse, etc. Bon. Donc, la capacité d'Hollywood à convaincre, si vous voulez, à donner un discours qui, évidemment, à l'extérieur est sélectionné, puisqu'on ne voit pas la totalité de la production, je me suis dit, bon, ben, finalement, il faut reprendre le problème à l'envers. Alors, prendre le problème à l'envers, c'est un constat que j'avais fait pour la fabrication d'ennemis, c'est que ce ne sont pas les bons films qui font l'opinion, ce sont les mauvais. Parce que les mauvais, c'est la masse. On vous a cité un chiffre tout à l'heure de 2700 westerns tournés entre 1930 et 1955. Vous ne les avez pas vus, les 2700. Vous avez vu, comme moi, les 20 ou 30 qui sont exportés, qui sont les meilleurs. Bon. Moi, j'en ai vu plus que vous, parce que moi, j'ai été abondé, si vous voulez, par des westerns où, effectivement, le cow-boy l'emportait toujours et l'Indien était toujours un méchant. Bon. Donc, ce rapport entre la production de masse et la conviction, surtout sur l'opinion publique américaine, est un aspect qui me paraissait très important à étudier. Bon. Donc, qu'est-ce que j'appelle un mauvais film? C'est un film dans lequel on ne se casse pas la tête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de second degré. Comme je ne participe pas au cahier du cinéma, si vous voulez, je ne cherchais pas de second degré dans les films que je regardais. Bon. Et donc, quand vous êtes... alors, attendez, on va voir comment ça passe. C'est ça. Voilà. Alors, il faut revenir sur quelques postulats stratégiques qui ont constitué l'identité nationale américaine. Bon, vous savez que les pères fondateurs arrivent à partir de fin du XVIIe, début du XVIIIe, que ce sont pour l'essentiel des religieux, des gens qui, pour leur religion, étaient persécutés, qui font commencer à constituer, si vous voulez, cette identité nationale, construite autour d'une très grande foi. Hein, c'est-à-dire que, rappelez-vous que le président des États-Unis jure sur la Bible. Et puis ensuite, vous allez avoir l'idéologie pionnière, c'est-à-dire qu'on crée, si vous voulez, aux États-Unis, ce pays nouveau, qui va être une espèce de miracle, une espèce de paradis sur Terre, avec cette idéologie pionnière qui va se traduire par l'énoncé d'un principe stratégique qu'on appelle la destinée manifeste, c'est-à-dire les États-Unis sont là pour apporter la civilisation et le bonheur sur l'humanité.
C'est une conception quasi théologique, hein, ça ne se discute pas. C'était une conviction profonde, et cette conviction profonde va se traduire en particulier dans le cinéma à travers l'identité sur un certain nombre d'autres, si vous voulez, autres avec un A majuscule. Alors, cette destinée manifeste, ça va être d'abord la conquête du territoire, et c'est l'image qui est à droite, c'est-à-dire que là, vous avez Madame Destinée Manifeste qui précède les convois de pionniers qui vont évidemment pourchasser les Indiens, les repousser, etc., etc. Alors, de cette idée, si vous voulez, que la société américaine est une société en construction, qui est une société quasi parfaite, il y a des places devant si vous voulez descendre, hein. C'est une société quasi parfaite, le rapport à l'autre, notamment dans le cinéma, l'autre ne peut être qu'un envieux, une menace, un risque, un ennemi. Et c'est autour de cette idée, si vous voulez, que le récit national va se construire. Alors, je ne veux pas rester sur le seul cas du western, pour une raison assez simple, c'est que d'abord, ce n'est pas l'histoire du cinéma. Et le premier temps du cinéma muet, le premier autre, si vous voulez, encore une fois, avec un A majuscule, c'est le noir. Alors, avec, vous connaissez La naissance d'une nation, Autant n'emporte le vent, etc., c'est très intéressant parce que l'interrogation, c'est ces gens-là valaient-ils la peine qu'on se batte pour eux? La grande fracture américaine, la grande cicatrice américaine, c'est la guerre de sécession. C'est la seule guerre que les États-Unis ont connue sur leur territoire. La seule. Après ça, jamais plus les Américains n'ont connu la guerre sur leur territoire. Ça a été une guerre de conquête, notamment la conquête du Texas, etc. Mais les Américains ne savent pas ce que c'est une ville rasée par les bombardements, des points d'eau, des tickets de rationnement, etc. Bon. J'y reviendrai parce que la façon dont Hollywood traite de la guerre, c'est quand même assez étonnant. Alors, dans les films qui sont pour l'essentiel des films muets, les Noirs ont des stéréotypes. Alors, la nounou. La nounou, c'est Madame Scarlett, c'est pour ceux qui ont vu Autant n'emporte le vent, c'est-à-dire la gentille nounou qui s'est occupée des enfants toutes petites et qui, évidemment, n'est pas capable de s'exprimer correctement. Hattie McDaniel, c'est la fille qui est en haut à droite, la grosse dame. Vous avez, évidemment, The Buck. The Buck, c'est le noir musclé qui a qu'un seul rêve, c'est de coucher avec une femme blanche. Alors vous avez par exemple la représentation de Green Eyed Monster. Vous voyez bien que la publicité est assez explicite sur ce que veut faire cet homme. Vous avez l'idiote, qui est l'autre personnage par exemple de Autant n'emporte le vent, qui est à la limite de débilité. Et puis vous avez aussi dans le burlesque beaucoup le noir effrayé. Hein, vous savez, le noir est effrayé par tout ce qui est moderne, tout ce qui est technologie. C'est un des caractères du film burlesque. Et dernière remarque, si vous voulez, le premier film muet consacré à la musique de jazz, qui s'appelle Le chanteur de jazz, est joué par un blanc grimé, c'est-à-dire Al Jolson, que vous avez ici, dont vous voyez immédiatement que ce n'est pas un noir, puisqu'il faut lui faire des lèvres blanches pour se rendre compte que c'est un noir de carnaval. Alors, un épisode à connaître sur Hattie McDaniel. Hattie McDaniel est donc cette femme qui est ici, là, qui jouait la nounou dans Autant n'emporte le vent. La première du film devait être projetée à Atlanta. Atlanta est une ville qui avait été rasée par la guerre de sécession. Et donc, c'était une ville qui était restée profondément raciste. Et donc, on lui interdit l'entrée dans la salle de cinéma. Et Clark Gable, qui était le héros du film, dit « dans ce cas-là, je n'y vais pas ». Donc, vous avez là toutes les caractéristiques d'Hollywood, c'est-à-dire des gens qui vont lutter contre cette idéologie dominante, qui vont parfois prendre des risques pour eux-mêmes. Et Hattie McDaniel va lui dire « non, non, vas-y, parce que tu nous aides plus en participant qu'en refusant d'y aller ». Mais on est dans les années 50. Bon. Alors, il y a une autre variété de noir qui est plus récente, c'est le noir d'Afrique. Alors, le noir d'Afrique, c'est une terre de sauvages ou de dictateurs, vous avez le choix. C'est pas... Ça dépend du sujet que vous voulez traiter, quoi. Alors, bon, vous avez évidemment la terre de la sauvagerie absolue, c'est-à-dire King Kong ne peut naître qu'en Afrique, évidemment. Et puis, vous avez tout le rituel, pour ceux qui ont vu la version des années 30, tout le rituel où les Noirs vont offrir une femme à King Kong, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il en fait, mais donc vous avez ce rapport entre la sauvagerie, le côté difforme de l'Afrique et excessif de l'Afrique. Vous avez évidemment le blanc qui, lui, va apporter une forme de culture à l'Afrique, c'est Tarzan. Hein, Tarzan qui va effectivement dominer l'Afrique. Le dictateur, bon ben là c'est un pays, je ne me souviens plus comment il s'appelle ce pays, c'était un pays inventé, le Zimbabwe ou un nom comme ça, parce que il faut... Pardon ?
Le Wakanda, voilà, effectivement. Donc là, quand vous avez besoin de raser un pays par l'intervention de mercenaires blancs, en général, vous inventez un pays, puis en général, quand ils quittent le pays, il ne reste plus rien. Là, vous avez par exemple un épisode en haut à droite, souvent traité aussi, c'était dans Mission Impossible, dans la version télévisuelle, où vous avez régulièrement qu'il faut libérer quelqu'un dans une dictature africaine. L'Afrique est une espèce de terre mythique, si vous voulez, dans laquelle la pauvre femme blanche va être interrogée par une police politique effrayante. Et puis, la dernière version, c'est le blanc qui va sauver l'Afrique d'elle-même, c'est-à-dire c'est Atari, c'est John Wayne, l'éternel John Wayne, qui va effectivement sauver le côté que nous n'avons jamais réussi à préserver, c'est-à-dire la nature sauvage, et il va la défendre contre les Noirs eux-mêmes. Alors après les Noirs, il y a eu les Rouges. Donc les Rouges, c'est 2700 westerns entre 1930 et 1954. Et encore une fois, ces 2700 westerns, c'était parce que le système de cinéma, de projection de cinéma, de salles de cinéma aux États-Unis, c'était des salles qu'on appelait les Nickelodeon, dans lesquelles vous aviez 2 films pour le prix d'un. C'est ce qu'on appelle la série B. La série B, c'était des films en général d'une durée d'1 heure, dans lesquels, quand vous payiez, vous aviez droit à 2 films qui évidemment étaient faits en série. C'était des films très peu onéreux qui coûtaient quelque chose comme $10 000 à fabriquer, parfois avec les mêmes personnages. C'est pour ça que vous retrouviez au Palon Cassidy, Buck Jones, etc., qui ensuite étaient déclinés en bande dessinée. Donc il y avait toute une mythologie en construction. Comme parfois c'était des films muets, ça vous explique pourquoi les pistolets américains vous projettent tant de farine, si vous voulez, à chaque fois qu'ils tirent, parce qu'évidemment, il fallait que le spectateur comprenne qu'il y avait un coup de feu, parce que vous ne pouvez pas l'entendre. Ça a été gardé, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, leurs pistolets font beaucoup de fumée. Alors, donc l'autre, dans ce cas-là, c'est le rouge. C'est d'ailleurs celui qui, évidemment, occupe une terre qu'il ne devrait pas occuper. Alors, c'est un prototype du sauvage. La sauvagerie se traduit en plusieurs choses. D'abord, le fait qu'il est demi-nu. N'oubliez pas qu'on est dans une société très prude, hein, c'est la société des pères fondateurs, avec une certaine forme de censure morale, etc. La preuve qu'il est à demi-nu, et puis en plus il prend les scalps, c'est une preuve de sauvagerie, il y a le poteau de torture, etc. La femme indienne joue le rôle de sexy girl, c'est ça qui est très intéressant, parce que rappelez-vous, la femme du cow-boy, elle a toujours des robes à crinoline bien larges, si vous voulez, tandis que puisque la femme squaw est une femme sauvage, on va pouvoir voir ses jambes, par exemple. Donc dans la prisonnière du désert, on la voit sortir de l'eau avec les jambes mouillées, etc. Donc toute une espèce de franchissement d'un code moral, si vous voulez, qu'on n'autorisait que parce qu'on parlait d'une population sauvage. Alors on voit apparaître le premier type, si vous voulez, qui est le héros, le cow-boy. Alors le cow-boy, il vise juste, ça c'est sa caractéristique, même si c'est une pétoire de la fin du 19e siècle, il fait mouche à 20 pas, comme vous connaissez toute cette mythologie. Paradoxalement, aujourd'hui, les héros américains, ils ont des armes de guerre et ils tirent pendant des heures et des heures avant de se toucher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc les armes se sont dégradées contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, l'autre thématique qui va ressortir ensuite dans la vision de l'armée américaine, c'est la cavalerie qui arrive à temps. Autre remarque, un des premiers films, si vous voulez, Bronco Apache, qui était Burton Caster jouait le rôle de Bronco Apache, c'est un des premiers films, si vous voulez, qui n'a pas un discours totalement négatif sur les Indiens, mais encore une fois, le héros du film doit être bankable, donc c'est un blanc grimé. Ça ne peut pas être un Indien, c'est un blanc grimé. Donc vous avez toute une mythologie qui se construit, par exemple avec les films de John Ford, qui va les placer dans ce paysage de Monument Valley, vous savez, ce paysage avec ces grands blocs de pierre qui surgissent du sol, qui sont des régions normalement occupées par les Navajos, mais qui en fait est une région dans laquelle c'est le paysage qui d'un seul tout vous donne l'idée de cette extraordinaire épopée que va être la conquête de l'Ouest. Là aussi, vous avez un Indien qui veut absolument prendre une femme blanche. Vous remarquerez qu'on peut accepter dans certains films un blanc vive avec une Indienne, mais qu'on n'a jamais vu dans un film un Indien vivant avec une blanche. Hein. Ne touche pas à la femme blanche, comme disait Marco Ferreri. Et donc, vous avez l'apparition aussi d'un nouveau héros qui va tout faire dans le cinéma américain, c'est John Wayne. Il sera pilote de jet, il sera cow-boy, il sera policier, il sera tout ce que vous voulez. Donc ça va être la typologie du héros qui va traverser, si vous voulez, et qui sera toujours le bon. Le décalage entre Hollywood et la réalité historique, si vous voulez, est très caractéristique. D'abord, Hollywood a tué plus d'Indiens que les guerres indiennes. Hein, ça, il faut bien en être convaincu. C'est-à-dire sur les 2700 westerns, si vous faites la moyenne de 4 à 5 Indiens tués par film, ou même 10, ou parfois 50 ou 60, vous avez évidemment beaucoup plus d'Indiens qu'il y en avait sur le territoire américain. Deuxième remarque, vous savez qu'à la fin des guerres indiennes, on va avoir ce qu'on appelle la marche des larmes, c'est-à-dire
on va obliger un certain nombre pour libérer des terres, on va obliger des tribus indiennes à faire des longues migrations pour monter dans le nord du Dakota, qui vont faire à pied, sans pouvoir emporter quoi que ce soit. La moitié des Indiens mourront pratiquement pendant la marche. Et Hollywood ne traitera le sujet qu'en 1962 pour la première fois. Donc vous voyez le décalage entre cette réalité et puis ce qu'on va en dire. Si vous voulez, le moment où se fait l'autocritique, il y a toujours cette énorme... Il y a des places devant, hein, si vous voulez descendre là. Il n'y aura pas d'interrogation écrite, vous pouvez venir. Alors après le rouge, il y a le basané. Alors le basané, lui, il a une durée de vie plus longue. Hein, c'est les Mexicains, parce que effectivement, pour tous les films qui se passent dans le sud des États-Unis, on a besoin d'un contre-type. Alors le basané, pendant un temps, il y a eu à peu près 500, 600 films faits avec des Mexicains, hein, ou sur le Mexique. Donc vous voyez, on est encore une fois dans des productions de séries. Bon. Le Mexicain, pendant les films muets, par exemple, vous aviez c'était le greasy, c'est-à-dire le type graisseux, huileux, avec le cheveu gras, etc. Les titres des films étaient ça. C'était le greasy, c'est-à-dire pour expliquer qu'on traitait d'un personnage mexicain qui allait être particulièrement repoussant. Et c'est vrai que vous l'avez en haut à droite, là, c'est ça le prototype du Mexicain. Le type avec un rire idiot. Parfois, c'est un rire sardonique parce qu'évidemment, il est méchant, parce qu'il est cruel, etc. Ou alors, c'est le péon, c'est un pauvre type, si vous voulez, qui va être obligé d'aller chercher des cow-boys pour se défendre. C'est les 7 mercenaires. Bon. Parce qu'originellement, les 7 mercenaires, c'est un film japonais dans lequel c'est des samouraïs qui défendent des paysans japonais. Mais là, on vous le transpose aux États-Unis en faisant des héros qui sont évidemment des cow-boys et puis des pauvres types qui sont évidemment des Mexicains qu'on va défendre contre des autres bandes de Mexicains. Donc, c'est le pays, si vous voulez, c'est le hors-zone, si vous voulez, de l'OTAN, c'est-à-dire la zone des sauvages. Alors, par contre, là aussi, on revient sur la bomba latina, c'est-à-dire la femme mexicaine est très sexy. On va un peu plus loin, si vous voulez, dans la violation du code ICE, qui était le code moral, si vous voulez, que le cinéma américain s'appliquait. Alors, cette mercenaire, donc la version japonaise transformée en version cow-boy, dans la version de 2015, parce qu'on en a refait un remake, on a introduit un noir. C'est-à-dire qu'on est dans le politiquement correct version américaine. Donc vous avez des films dans lesquels il faut mettre un noir, un jaune, etc., parce que c'est le respect des minorités, même si ça n'a aucune réalité historique. Donc vous avez même eu un film sur le... C'était quoi? C'était Robin des Bois, effectivement, qui avait un copain noir qui l'avait ramené des croisades, ce qui est normal. Il n'y a pas de noir au Moyen-Orient, mais c'est pas grave, il en fallait un. Alors je pense que s'ils refont une nouvelle version des 7 mercenaires en 2025, il y aura des LGBT dedans, sinon c'est pas politiquement correct. Alors là, encore une fois, quand le héros est positif, là en bas vous avez le film Viva Zapata, vous avez 2 acteurs américains blancs qui vont jouer des Mexicains. Vous avez Marlon Brando et Anthony Quinn. Alors, il y a une autre version du basané, c'est le trafiquant. Version sud-américaine, donc le chef de cartel, gueule, cruel, très bien habillé, très raffiné, si vous voulez, très raffiné dans la cruauté. Alors, le rôle positif sont joués par les Blancs. Je me souviens plus ce que c'est, ça, mais il y a une scène qui est extraordinaire où, dans une rue de je ne sais quel pays de Sud-Amérique du Sud, un convoi est attaqué au bazooka dans une rue, enfin bref, une scène de guerre, si vous voulez, comme vous en trouvez partout pour ceux qui connaissent l'Amérique latine. Quand vous avez des héros positifs, par exemple ici, Charlton Heston joue le rôle d'un policier mexicain qui va défendre des Mexicains qui sont injustement condamnés, injustement accusés. Et donc vous avez, là, cette fois, encore une fois, le héros positif ne peut être qu'un acteur blanc, même s'il est maquillé. Le sommet, ça a été l'adaptation au cinéma du roman de Isabelle Allende qui s'appelle La Maison des Esprits, dans lesquels les 3 personnages principaux, les 3 femmes, sont jouées par 3 actrices hollywoodiennes. Le seul rôle qu'on a proposé à une actrice sud-américaine, c'est une prostituée. On se demande pourquoi. Alors, après le basané, il y a eu le jaune. Alors le jaune, c'est... il y a d'ailleurs des vidéos, des trucs que vous trouverez sur YouTube, dont je vous donnerai les références si vous voulez, qui sont des analyses faites par des Mexicains ou faits par des Sino-Américains sur la façon dont Hollywood voyait les jaunes. Donc je m'appuie, quand je vous dis qu'il y a 100 films faits sur les jaunes, je ne les ai pas tous vus les 100. Je me suis beaucoup appuyé sur ce qu'il en dit. Un type qui s'appelle Arthur Dong, et qui en 2004 a fait quelque chose sur la vision du jaune dans le cinéma américain. Alors, le jaune, c'est un terme générique, c'est-à-dire le jaune, c'est d'abord un Chinois,
Puis ça deviendra un japonais, puis après ça deviendra un coréen, puis après ça deviendra un vietnamien, puis après ça redevient un chinois aujourd'hui. Bon. Alors, pourquoi chinois? Parce que les Chinois sont la première vague d'immigration qui vient notamment pour la construction du chemin de fer. Et donc, c'est l'idée du péril jaune. Alors, le péril jaune, comme vous savez, tous les Noirs sont des gens cruels et raffinés. Donc, le rôle de Dr Fu Manchu est joué par Christopher Lee. Il jouera beaucoup d'ailleurs de sale type, ce Christopher Lee. Je ne sais pas pourquoi, il a la tête à ça, donc c'est là. Et donc, il est le Dr Fu Manchu qui, évidemment, il y aura une salle des tortures, etc., etc. Alors, après, vous voyez la maison des supplices, par exemple. Donc, vous êtes sûr que si vous rentrez dans une maison chinoise, vous finirez de toute façon dans la cave pour être torturé. Après, il y a eu la guerre. Alors, la guerre est intéressante parce que c'est la traîtrise. C'est-à-dire, on est attaqué par surprise à Pearl Harbor. Donc, vous voyez, le jaune est par nature traître. Et effet cinématographique de cette début de la guerre avec les Japonais, c'est que tous les figurants chinois qui n'arrivaient pas à trouver de boulot à Hollywood vont tous trouver du boulot parce qu'ils vont jouer les Japonais. Donc, tout à coup, il y a une grande vague de recrutement, si vous voulez, pour des Chinois devenus Japonais. Donc là, c'est le film de guerre. J'y reviendrai si vous voulez, parce que le rapport de Hollywood à la guerre est assez particulier. Ensuite, vous aurez la guerre de Corée. Mais comme la guerre de Corée ne se passe pas bien, si vous voulez, il y a moins de production de films de guerre, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer que l'armée américaine se retrouve en fait dans une espèce de cessez-le-feu intermédiaire, sans avoir remporté la victoire. Et puis ensuite, vous aurez la guerre du Vietnam. Alors, plusieurs remarques sur le sujet. Bon, évidemment, John Wayne conduise pilote un avion, ça ne vous étonnera pas. Je veux dire, si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez John Wayne. Que les jaunes soient des envahisseurs méchants, vous l'avez en haut, là. Et encore une fois, c'est John Wayne qui joue le conquérant. C'est formidable, ce type était vraiment polyvalent. C'était un couteau suisse de l'héroïsme. Ensuite, alors, le film de guerre classique, c'est ça, Iwo Jima, où on vous raconte la chose, effectivement, encore une fois, John Wayne. Tiens, il a tout fait, cet homme, c'est prodigieux. C'est une des grandes batailles, effectivement, qui va montrer l'avancée, si vous voulez, des troupes dans le Pacifique. Une remarque historique. Les Américains ont eu moins de morts, ont eu à peu près autant de morts sur l'ensemble des théâtres d'opération qu'en a eu l'URSS dans la seule bataille de Stalingrad. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est dans une situation où l'héroïsme cinématographique a progressivement donné l'impression de la violence des combats, qui ont été incontestablement moins importants que ce qui s'est passé sur le théâtre européen, mais ça ne fait rien, ça participe de la construction du héros. Alors, je reviens une minute sur les films faits sur le Vietnam. Les Américains ont mis à peu près le même temps à revenir sur une guerre perdue que nous l'avons fait, nous, Français, avec la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'il faut compter à peu près 20 ans, c'est-à-dire qu'au moment où une génération, si vous voulez, vit la fin de sa vie, celle qui a combattu, et qui commence à faire ce retour sur elle-même pour parler, pour revenir sur une espèce de bilan critique. Dans les bons films sur le Vietnam, que ce soit Apocalypse Now, que ce soit Platoon, etc., il n'y a jamais un héros vietnamien. Jamais. Le seul thématique, c'est la souffrance du soldat américain face à la violence de la guerre. C'est-à-dire que Hollywood n'a jamais reconnu qu'il puisse y avoir une légitimité à s'être opposé aux États-Unis. Jamais. Vous regarderez Apocalypse Now, il y a les Vietnamiens protégés par Marlon Brando, mais vous n'avez jamais un combattant vietnamien. Et vous pouvez faire tous ces films, vous les regarderez tous, il n'est jamais reconnu une légitimité à l'autre. Alors je ne parle même pas de la guerre en Irak, ça c'est pas la peine d'en parler. Bon. Et puis vous avez cette survivance, si vous voulez, encore une fois, du japonais, l'image du japonais qui avait beaucoup été utilisée par la propagande, notamment dans les dessins animés pendant le début de la Seconde Guerre mondiale. C'est le japonais est un type avec des dents en avant et des petites lunettes. Et là, c'est Mickey Rooney dans Breakfast chez Tiffany, qui joue le rôle du voisin japonais, qui parle évidemment de manière incompréhensible et qui est totalement abruti. Alors, après le jaune, il y a eu un problème avec les blancs. Parce que là, on entre dans la période film nazi, enfin, les nazis et les communistes. Alors, le blanc, c'est difficile de l'identifier parce qu'il n'y a pas de couleur de peau. Enfin, je veux dire, il est comme la majorité américaine. Donc, si vous voulez, on commence une variable de la théorie du complot, c'est-à-dire le film d'espionnage. C'est l'ennemi infiltré, c'est celui dont on ne se méfie pas et qui, finalement, va s'avérer être une espèce de traître. Prenons le premier épisode qui est celui du rapport d'Hollywood avec le nazisme. À partir de 1934, donc le régime nazi s'installe,
Goebbels, qui était un formidable propagandiste, fait comprendre à Hollywood que si un seul film critiquait le régime nazi, il n'y aurait plus aucun film américain dans les salles allemandes. Or, l'Allemagne était le plus gros marché cinématographique de l'Europe. Bon. C'est une manière de faire une censure qui était finalement assez habile. Et ça vous explique qu'il n'y ait pas eu de film contre le nazisme avant que Charlot ne fasse le dictateur, mais Charlot parce qu'il était son propre producteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu céder aux pressions et il n'a pas jugé bon d'entrer dans cette espèce de censure non dite qu'ont appliqué les producteurs américains. Et vous l'avez ici, par exemple, la visite de producteurs américains. Parce que rappelez-vous quand même que le nazisme avait mis en place l'UFA, qui était la grande boîte de production cinématographique, qui faisait des films d'ailleurs très remarquables. Vous aviez des films dégueulasses comme Le Juif suisse, et vous aviez des films remarquables comme Le Baron de Munchausen. Et donc, les Américains allaient voir qu'est-ce que faisaient les Allemands. Ils n'ont jamais allé à Moscou. Pourtant, il y avait Eisenstein, il y avait plein d'autres réalisateurs, mais attention, politiquement, il ne faut pas confondre. Walt Disney avait quand même un passé de grande, sans complaisance à l'égard du nazisme. Donc Walt Disney est allé, Leni Riefenstahl est venue à Hollywood, elle était très bien reçue, etc. Donc à partir du moment où on entre dans la guerre, à ce moment-là, le nazi devient effectivement un ennemi. Mais il y a eu un problème, parce que comme on sortait de la période du péril jaune, et comme l'agression était venue de Pearl Harbor, si vous voulez, toute la thématique propagandiste, c'était il faut faire la guerre aux Japonais. Donc le problème, ça a été pour Hollywood de refaire des Allemands des ennemis, ce qu'ils n'avaient pas traité jusque-là, pour expliquer que la bataille sur le front de l'Ouest, si vous voulez, la bataille sur le front européen était aussi indispensable que la bataille sur le front pacifique. Donc il a fallu rétropédaler, si vous voulez. Le film d'espionnage, vous en avez plein, là, ici vous avez Vertigo, vous avez toute la série des James Bond. Et puis commencent les premiers films critiques sur l'espionnage, c'est-à-dire les 10 jours du Condor et des films comme ça, c'est-à-dire où tout à coup, on se rend compte qu'il peut y avoir à l'intérieur du système américain une pratique tout à fait critiquable de rapport à la guerre et à l'action d'espionnage. Et ce sont essentiellement des producteurs indépendants, comme Redford, par exemple, qui financent, si vous voulez, ces premiers films. Encore une fois, on n'est pas dans un système industriel où l'homme important, c'est le producteur qui dit « Attention, je sais ce que le public attend, et je sais qu'est-ce qu'on risque d'avoir comme conséquence, donc je ne financerai pas tel ou tel film, etc. » Vous remarquerez la continuité graphique dans l'image du milieu entre le juif version nazie, le méchant des 3 petits cochons, et puis le petit cochon, je ne sais plus, c'était un cartoon de Disney. C'est étrange la ressemblance. Il faut croire que d'avoir un grand nez et des petites lunettes, implicitement, ça vous classe dans une catégorie très particulière. Alors, l'exemple du film où l'ennemi s'est fait infiltrer, par exemple, c'est un film qui s'appelle Là-bas en haut, là, qui s'appelle J'ai épousé un communiste. Ça, c'est terrible, parce qu'elle se rend compte, la pauvre, qu'après l'avoir épousé seulement, que c'est un communiste. Et qu'on s'aperçoit qu'il a essayé de prendre son fils, d'influencer le fils, mais qui heureusement va résister, etc. etc. Donc vous voyez, l'ennemi intérieur va très très loin. Donc là, on est dans une grosse, si vous voulez, une grosse production, souvent une production de qualité, encore une fois, c'est ça la spécificité d'Hollywood, qui va effectivement contribuer à l'ambiance de la guerre froide, qui est une ambiance effectivement où l'espionnage est partout, où l'ennemi est partout, l'idée de l'ennemi infiltré. Rappelez-vous quand même que, par exemple, dans Vertigo, le film là où vous avez l'avion, le film d'Hitchcock, La mort aux trousses, on ne sait qu'après qui est effectivement le type qui manipule et qu'en fait on croit qu'il est un homme d'affaires américain, etc., etc. Le Frenchie. Le Frenchie, c'est un espèce de contre-type assez amusant, selon les périodes. Ça dépend, quand même. D'abord, une espèce de fascination pour la Légion étrangère. Les Américains adorent la Légion étrangère. C'est une espèce d'imaginaire, si vous voulez, dans lesquels on pense que les Américains, cette espèce d'idée d'avoir fait venir des étrangers pour aller sur des théâtres de guerre, etc., n'est composée que de héros. Alors ici, effectivement, vous avez Morocco, avec Marlène Dietrich et comment il s'appelle, Gary Cooper. Film fantastique qui se passe au Maroc, comme son nom l'indique. En fait, en français, je crois que ça a été traduit par Beau geste. Ça vous donne une idée beaucoup plus simple de ce que sont les légionnaires. Et le Maroc est un pays désertique,
comme chacun sait, c'est-à-dire tout se passe dans des scènes sablonneuses. Et à la fin, quand même, Marlène Dietrich est tellement amoureuse de Clark Gable que quand la troupe s'en va en patrouille dans le désert, elle les suit en prenant ses chaussures à talons aiguilles sur le dos et elle les suit dans le désert. Vous comprenez pourquoi ça s'appelle Beau geste quand même. Donc, si vous voulez, cette mythologie de la Légion étrangère est une espèce de mythologie qu'on va retrouver après dans certains films de guerre que les Américains vont transposer sur leur propre territoire. Alors, deuxième version du Frenchie, c'est le collabo. Là-bas, vous avez Casablanca, où vous avez des officiers français veulent qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est empêcher l'Américain de partir, et qui vont montrer une certaine connivence avec les forces d'occupation en France. Bon. Vous avez également un des premiers films, Les Sentiers de la Gloire, le film de Kubrick sur la guerre de 14, que nous n'avions jamais osé faire. Hein. C'est-à-dire que les Sentiers de la Gloire, qui, vous savez, sont une espèce d'explication du sacrifice des hommes, d'hommes qu'on envoie à la boucherie, et qui finalement, parce qu'un officier essaye de les défendre, si vous voulez, la hiérarchie militaire va jouer de toute sa puissance, de toute sa bêtise, etc., pour que l'ordre et la discipline règnent. Bon. Les Sentiers de la Gloire, c'est un film qui a été longtemps interdit en France parce qu'évidemment, ça critiquait la haute hiérarchie militaire. Et les films que nous avons faits après la guerre de 14, c'était essentiellement des films de l'héroïsme et de la souffrance. Hein, c'était les croix de feu, etc., des choses comme ça. Bon. Donc l'Amérique joue aussi ce rôle de contre-type, si vous voulez, sur des pays qui eux-mêmes ne se veulent pas regarder leur propre histoire. Hein, ça, c'est important. Alors, dans la phase gaullienne, où De Gaulle est un leader d'un pays, si vous voulez, qui se met en dissidence par rapport au camp outanien dans la guerre froide, il va y avoir la mise en musique d'un roman de Léon Uris qui s'appelle Topaz, dans lequel un chef d'État qui ressemble étrangement à De Gaulle est en fait manipulé par des agents russes parce qu'en fait, il est très myope, mais il ne veut pas porter ses lunettes. Vous ne saviez pas qu'il avait cette petite cachotterie, De Gaulle. Et donc, tout le roman est absolument dégueulasse pour expliquer que si De Gaulle est comme ça, c'est parce qu'il est sous influence communiste, c'est une évidence. Comme Hitchcock est plus intelligent, l'adaptation cinématographique n'est pas la même que le roman, mais ça n'empêche que c'est porté à l'écran. Alors, la phase de paroxysme, ça a été le French bashing. Ça a été le moment où, quand Chirac, si vous voulez, dit qu'on n'ira pas en Irak et même menace d'utiliser son veto à l'ONU, à ce moment-là se déclenche une campagne haineuse contre la France, mais dont vous mesurez mal l'intensité, c'est-à-dire que c'était à qui en rajouterait le plus. Donc ici, vous avez une affiche de mise à jour qui sont les Frenchistes, c'est-à-dire les gens qui participent à la campagne de dénonciation des Français, qui sont par nature des lâches. Alors il y avait des vidéos qui passaient où on vous expliquait que le drapeau français, c'était pas bleu, blanc, rouge, c'était un drapeau blanc. C'est les gens qui se rendent, si vous voulez. Bon. Et c'est allé dans une intensité assez étonnante. Alors, il y a je cite dans le bouquin des interviews qu'avait fait Lambert Wilson. Il disait, j'en ai marre, on ne me propose que des rôles de méchants. C'est le moment où on tourne Quantum of Solace, et dont le héros méchant, si vous voulez, c'est Mathieu Amalric. Bon. Donc, si vous voulez, Hollywood participe assez activement, si vous voulez, à des campagnes de dénonciation quand c'est dans l'air du temps. Sur la guerre de 14, si vous voulez, je vous ai mis en parallèle donc les Sentiers de la Gloire, qui sont une dénonciation de la hiérarchie militaire, qui a été d'une bêtise et d'une inhumanité totale, ça il faut le reconnaître. C'est-à-dire, ça c'est la réalité historique de cette extraordinaire saignée qu'a été la guerre de 14 pour la France. Et à côté, vous avez un film américain, là aussi vous avez Gary Cooper qui vous raconte un épisode où un sergent américain a pris à lui seul une brigade allemande, si vous voulez, il a fait prisonnier une brigade allemande. Donc c'est la mythologie du héros, c'est pas la mythologie de la souffrance, pas pour la guerre de 14. Alors, après le Frenchie, quel peut être l'ennemi trumpien ou bushien, comme vous voulez? C'est l'arabo-irano-terroristo-nucléaro-musulman. Alors, là, vous avez, là aussi, je vous cite le nom d'un type, d'un universitaire d'origine arabe qui travaille aux États-Unis, qui est à l'université de l'Illinois, qui a fait ce travail à partir de 300 films touchant à la question des Arabes, comment les Américains traitent de la question des musulmans et des Arabes en général. Et le roman, son ouvrage scientifique s'appelle How American Vivifies a Nation. Comment est-ce qu'on diabolise, si vous voulez, une communauté. Je ne me souviens pas du titre exact, mais enfin, il en a fait une adaptation que vous trouverez sur Internet, qui est très intéressante, parce que, encore une fois, lui, il s'est tapé 300 films, moi, je n'ai pas fait, mais je me suis appuyé sur la confiance que j'ai dans ce personnage. Et donc, vous avez l'historique, si vous voulez, de la vision de l'oriental. Alors,
Le premier, c'est le cher, Rudolph Valentino, hein, le personnage fier, noble et courageux. Ne confondez pas à droite, c'est Elvis Presley. Hein. Cet homme, il a comme caractéristique d'avoir un harem. Alors, dans la violation du code ICE, si vous voulez, là, c'était autorisé parce qu'on parlait de gens qui sont des sauvages, qui sont des gens pas cultivés. Avoir plusieurs femmes, c'était pas possible. Donc, le harem est une espèce de mythologie qui fait rêver les Américains. Et si j'ai mis Elvis Presley, c'est parce que lui aussi a sacrifié dans un film qui s'appelle Arum Scrotum, je ne me souviens plus comment, parce que, rappelez-vous, Elvis Presley faisait des films en série. Hein. Un coup, c'était Acapulco, un coup, c'était au Texas, un coup, c'était dans le monde arabe. Et là, évidemment, les femmes du harem vont tenter de le séduire, mais il restera fidèle à sa blonde américaine qui restait au pays. Jusque-là, c'est normal. Comme chacun sait, tout le monde résiste aux assauts des femmes du harem. Dernière remarque. Bon, alors évidemment, en bas, vous avez l'oriental cruel, qui évidemment, lui aussi, rêve de se taper la femme blanche. Hein. Je veux dire, ça, c'est une thématique qui traverse tous les films américains, quand même. Les Américains, là aussi, ont une originalité qui sont les premiers à avoir produit un film sur l'histoire du prophète, de Mahomet. C'est un film qui s'appelle Le Message, qui a dû être fait dans les années 50-60, je n'ai plus la date précisément en tête, et qui a résolu la difficulté de la non-représentation de l'image du prophète par le fait que c'est la caméra qui joue le rôle du prophète. Et donc là, vous avez Anthony Quinn, qui joue le rôle de celui qui deviendra le premier calife, c'est-à-dire Abou Bakr. Et comme chacun sait, évidemment, Abou Bakr ne pouvait être joué que par Anthony Quinn. On n'allait pas prendre un arabe pour jouer un truc musulman, il ne fallait pas quand même exagérer. Le film est d'ailleurs bien fait, mais ça vous montre encore une fois que, si vous voulez, la capacité d'Hollywood, c'est aussi de violer certains codes, si vous voulez, y compris dans les pays qui ne veulent pas en parler. Et donc, c'est cette double caractéristique. Donc là, vous voyez, l'arabo-irano-terroriste-musulman, c'est quand même 300 films quand même, c'est pas mal. Alors, ce qui est intéressant dans l'arabo-irano-terroriste-musulman, c'est que ce sont les mêmes acteurs qui peuvent jouer de temps en temps le cartel mexicain, de temps en temps le terroriste arabe, de temps en temps le russe perverti, enfin peu importe. Mais si vous voulez, vous avez des acteurs qui sont spécialisés là-dedans. Alors lui, c'est un acteur qui le premier a été nominé aux Oscars et qui, dans son discours, a dit « J'en ai marre, on ne me propose que des rôles de terroristes ». Voilà. C'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il a la tête à ça, c'est évident. Alors, comme pour vous montrer quand même que les terroristes arabes sont cons, vous avez Retour vers le futur 1, où tout à coup vous voyez apparaître une camionnette Volkswagen dans laquelle il y a des terroristes libyens qui tirent dans le tas et qui tuent l'ingénieur, puisqu'il va falloir faire le saut en retour pour que l'ingénieur puisse vivre. Et ils sont tellement stupides que non seulement ils ratent et ils tirent beaucoup, puisque quand même, il faut quand même valoriser les armes, et puis, et en plus, ils font caler leur camion Volkswagen, donc ils n'arrivent même pas à repartir. Là, vous avez en haut je ne sais plus de quoi c'est extrait. C'est un des Schwarzenegger, celui-là. Hein? Comment vous dites? Ah, True Lies, oui. Alors là, c'est assez extraordinaire parce qu'en gros, ceux-là, ils avaient une bombe nucléaire, je crois, et comme il y a une clé, vous savez, pour déclencher la bombe, ils se font voler la clé. Normal, si vous voulez. Hein. D'habitude, c'est les Arabes qui sont voleurs. Mais là, pour une fois, si vous voulez, c'est une jeune fille qui vole. Le type qui est tellement stupide, donc vous le voyez bien. Et on va avoir une scène extraordinaire où Schwarzenegger, parce qu'ils se sont réfugiés au 25e étage d'une tour, etc., Schwarzenegger arrive aux commandes d'un avion à décollage vertical qui, comme vous le savez, est égaré en bas de la rue, et pour pouvoir monter jusqu'au 25e étage. Et il va tirer une roquette qui va accrocher le terroriste qui va être emporté sur l'hélicoptère qui est derrière, etc. etc. Bon. Alors là, c'est évidemment de la caricature, donc on n'entre pas dans le fait que c'est un mauvais film comme il y en a plein, puisque c'est ma matière de travail. Je reviendrai un petit peu sur Argo. Argo, qui est encore une fois un excellent film. Hein, c'est l'histoire des Américains qui ont réussi à échapper à l'occupation de l'ambassade pendant la Révolution de 79 et qui se sont réfugiés à l'ambassade du Canada. Bon. Et donc, la question, c'est comment aller les faire sortir alors qu'on est en pleine révolution islamique, etc. Et donc, vous allez le film raconte l'histoire de Ben Affleck, qui est en fait un agent de la CIA, qui va monter toute une histoire, que veut dire faire un film, pour pouvoir les faire sortir, etc. Donc tout le film est construit autour de Ben Affleck. Le petit problème, c'est que l'ambassadeur du Canada, enfin le gouvernement canadien a protesté en disant « mais ce type n'a passé qu'une seule journée sur place, c'est pas lui qui a fait le boulot, c'est l'ambassadeur canadien ». Enfin, vous n'avez pas expliqué ça à Hollywood. Et Jimmy Carter lui-même a dit « ce film est mal fait ».
Parce que c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais encore une fois, c'est pas grave, c'est la mythologie qui l'emporte. Donc Ben Affleck est allé sortir les otages américains là-bas. Bon, inutile de vous dire qu'il n'est pas question de reconnaître une légitimité quelconque aux Iraniens. Je veux dire, il ne faut pas être fou quand même. Alors, dans les films les plus odieux auxquels la critique française collabore, c'est American Sniper. Alors, American Sniper, pour votre information, au moment où sort American Sniper, vous avez aussi sur Internet une vidéo d'un tireur d'élite irakien qui tue des Américains, qui s'appelle Juba. Mais paradoxalement, ça n'a pas fait un succès cinématographique. C'est vrai que la qualité cinématographique est moins bonne, c'est vrai que ce n'est pas mis en scène, etc., etc. Donc, la valorisation du héros américain, le sniper, c'est le boulot d'Hollywood. Alors, le personnage s'appelle Chris Kyle, qui est un type, un tireur d'élite. Un tireur d'élite, ça tue quelqu'un à peu près 1,5 km. Hein, donc, ça veut dire qu'il se met sur la tour, il se met à l'Arc de Triomphe et il tue en bas des Champs-Élysées, quoi. Donc, c'est un type qui ne fait pas la guerre. C'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un type qui ne connaît même pas ses victimes. Il ne les voit pas de face. Ce n'est pas un type qui tue avec une baïonnette, qui éventre quelqu'un. C'est quelqu'un qui est un espèce de combattant qui n'a aucun problème de conscience. J'ai des doutes sur Chris Kyle parce qu'il y retourne 4 fois en Irak. Donc il ne doit pas être très heureux en ménage. Et donc il va devenir un héros. Alors c'est un héros qui est injustement sanctionné parce qu'il prétend avoir tué 255 Irakiens, mais on ne lui en reconnaît que 160. Donc il y a de l'injustice partout. Et à ce titre-là, il aura donc la Silver Cross, etc. etc. Bon. 2 remarques. La fin de Chris Kyle est beaucoup plus intéressante que sa vie, parce qu'il rentre finalement aux États-Unis. Et il s'occupe d'anciens combattants qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, c'est-à-dire le fait que le combattant, c'est un type qui ne rentre pas intact quand il rentre de la guerre. Et il s'en occupe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ils amènent dans des stands de tir. C'est normal. Qu'est-ce qu'on n'a rien à faire? On va tirer. Bon. Et un de ses anciens combattants devait probablement en avoir tellement marre de l'entendre raconter ses exploits qu'il l'a tué. C'est-à-dire Chris Kyle a été tué par un ancien combattant américain qui souffrait du syndrome post-traumatique. Cette partie-là n'est pas traitée dans le film. C'est étrange. Alors que c'est la partie la plus importante. C'est-à-dire que la guerre est un traumatisme. Ce n'est pas une épopée. Il y a un exemple qui est très intéressant. C'est celui de Audie Murphy. Audie Murphy était le soldat américain le plus couronné, le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un vrai combattant. C'était pas John Wayne au vol-commande de son avion, c'est pas Clark Gable faisant les trucs ici. Non, c'est un type comme James Stewart, un type qui a fait la guerre. Et les réalisateurs qui ont fait la guerre ne filment pas la guerre comme ceux qui ne l'ont pas faite. Hein, bon. Je vous en cite un exemple, et évidemment j'aurais mauvais esprit de ne pas le faire. À la guerre, la seule chose qui vous préoccupe, c'est de ne pas vous faire buter, c'est de ne pas vous faire tuer. C'est-à-dire que quand vous êtes couché par terre, vous essayez de savoir où sont vos camarades et où sont vos ennemis, de façon à ce que vous ne preniez pas une balle perdue. Enfin, une balle perdue ou une balle voulue, d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, vous cherchez à vous protéger. C'est contraire, c'est ce que Clausewitz appelle le brouillard de la guerre, parce que vous êtes dans une scène dont vous ne maîtrisez pas les caractéristiques. Mais vous n'allez pas mettre Stallone par terre. Stallone, il ne peut être que debout avec une mitraillette dans chaque main, marchant au milieu de ses ennemis et tirant à coup sûr à chaque fois. C'est un principe cinématographique, vous ne pouvez pas le filmer autrement. Bon. Alors, je reviens sur le cas d'Audie Murphy. Audie Murphy donc, va faire une petite carrière cinématographique après son retour au pays, mais en fait, il va devenir progressivement dingue. C'est-à-dire que son épisode guerrier, si vous voulez, le travail, mais comme c'est devenu un héros américain, si vous voulez, toute la fin de sa vie va être cachée. C'est-à-dire qu'on ne saura que très longtemps après qu'il est mort dans un asile psychiatrique. Bon, je vous rassure, ce n'est pas ce qui menace Stallone, puisqu'il n'a jamais fait la guerre. Hein. Stallone avait l'âge d'aller au Vietnam, mais il n'y est pas allé. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand même, c'était une belle opportunité pour lui de mettre en pratique, puisque... Alors, cette mythologie du héros, qui soit d'abord cow-boy et qui ensuite soit devenu super-héros, c'est une espèce de continuum hollywoodien. Alors, 5 minutes. C'est pas grave, là, ils ne sauront pas comment ça se termine, c'est pas grave. Stallone, il fait Rambo 1, l'ancien combattant qui rentre au pays, maltraité par le pays qu'il a défendu, etc. Film remarquable. Bon, vous avez remarqué en particulier quand même comment il laisse le village qu'il a mal accueilli quand même. Une fois qu'il est parti, il ne reste plus rien, quoi. Mais il fait Rambo 2. Rambo 2, il retourne au Vietnam. Il retourne au Vietnam pour libérer des pilotes américains, puisque, comme chacun sait, les Vietnamiens sont lâches, cruels, fourbes, et donc ils n'ont pas libéré tous les pilotes qu'ils avaient. Et donc il va aller les libérer à nouveau. Bon, Chuck Norris le suivra un petit peu, mais Chuck Norris, il n'a pas les mêmes moyens que Stallone. Alors, dans Rambo 2, Stallone tue 76 types. Je les ai comptés. 76.
Est-ce que vous imaginez une minute qu'en France, on fasse un film sur la guerre d'Algérie, dans lequel un ancien combattant d'Algérie retourne en Algérie et tue 76 Algériens? Est-ce que vous pouvez l'imaginer une minute? Aux États-Unis, ça ne pose aucun problème. Aucun. D'ailleurs, le même truc, c'est que Chuck Norris va faire la même chose, mais lui, il en tue moins, peut-être parce que c'est des problèmes de budget. Alors, la dernière version, c'est donc des Expendables. Là, c'est les vétérans de gens qui n'ont jamais fait la guerre, mais qui vont aller raser quelques pays comme ça. Alors, vous avez des scènes au Nigeria où, effectivement, pour le pauvre pays, on se demande comment il y survit. Vous avez des pays d'Asie centrale. Je crois qu'ils ont inventé un truc qui doit s'appeler le Kabistan ou un truc comme ça, où ils ont mélangé le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, dans lequel il y a évidemment un dictateur. Mais alors, une fois qu'ils sont passés, je veux dire, il ne reste plus aucun moyen militaire dans le pays, parce qu'ils ont abattu tous les hélicoptères, ils ont détruit une quinzaine de chars, etc. etc. Bon. Je vous dis donc, le problème, c'est le défi politique, parce que là, il y a maintenant un noir et un jaune, donc théoriquement, il devrait y avoir un homosexuel et un transsexuel dans la prochaine version. Alors, je sais que mon propos a dû vous choquer. En tout cas, j'espère. Le rôle que joue Hollywood dans l'identité américaine est très spécifique. C'est le constructeur de la mythologie nationale. Donc, ça ne peut reposer que sur des grandes épopées, exactement comme l'enseignement en Troisième République qu'on a eu, nous. C'était les héros français, c'était Bayard, Jeanne d'Arc, etc., Napoléon, etc. Une extraordinaire capacité à créer, si vous voulez, une mythologie, puisque finalement, la qualité des scénaristes, c'est de nous faire croire exactement le contraire de ce qu'a été la réalité historique. La désignation des menaces, c'est ça, si vous voulez, qui va créer la cohésion sociale par la peur. J'ai laissé de côté les extraterrestres. Je n'ai pas traité les films de science-fiction, parce que si vous voulez, un extraterrestre, ça ne peut pas porter une haine raciale. Vous n'allez pas détester les martiens. Bon. Et donc, je n'ai traité que de films qui touchaient à des identités humaines. Évidemment, la force est du bon côté, c'est-à-dire en fait du côté américain, et le héros est souvent un héros jacksonien, c'est-à-dire c'est un individu qui parfois se heurte à sa propre hiérarchie, mais qui finit par avoir raison. Bon, l'exagération de la menace, il y en a un film d'ailleurs dont j'ai oublié le nom, mais si je le retrouve, je l'ai cité dans le bouquin, où les Nord-Coréens construisent un tunnel sous le Pacifique, du boulot quand même, sous le Pacifique pour aller mettre des bombes nucléaires sous les bases américaines. Bon, moi j'ai visité les tunnels qu'ont construits les Nord-Coréens, si vous voulez, sur la zone démilitarisée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Ils y sont allés à la baramine pour pas que ça s'entende. Ben, je peux vous dire qu'ils ont mis quelques années déjà à faire les quelques kilomètres des souterrains qu'ils ont essayé de faire, ne serait-ce que pour passer des espions du côté de la Corée du Sud. Mais là, c'est pas grave, c'est Hollywood, donc c'est sous le Pacifique. Alors, j'aimais beaucoup une citation de ce bouquin qui s'appelle Bref de comptoir, où il y a un type qui disait « J'aime bien les films de guerre qui se terminent bien ». Et bien là, c'est pareil. Les films de guerre doivent se terminer par la victoire. Même Alamo, si vous voulez, qui est la grande défaite américaine lors de la conquête du Texas, est transformée en épopée parce qu'ils vont résister jusqu'à la fin. Et puis, évidemment, des armes. Et alors, dernière remarque, c'est une remarque que faisait Stanley Hoffman. Il disait l'identité nationale américaine est une espèce de virginité perpétuellement renouvelée. Et c'est la fonction d'Hollywood. C'est-à-dire que Hollywood, autant il est critique sur la scène intérieure vis-à-vis des pouvoirs américains, vis-à-vis de la société américaine, autant dès qu'on touche à l'extérieur, il est hors de question de toucher à la mythologie victorieuse et triomphale des États-Unis. Ça va, c'est bon? Bon. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci pour votre brillante intervention. On va maintenant passer aux questions du public. On va vous faire passer des micros. Je vous en prie. Là-haut. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour votre intervention. Je voudrais vous demander si vous pouvez nous parler un petit peu plus de la guerre d'Irak. Et aussi pour American Sniper, je voulais savoir, en fait, pour un film qui veut d'abord montrer le trauma du soldat américain, comment expliquer que finalement, il arrive à créer un ennemi, enfin, à créer un imaginaire d'ennemi irakien. Merci. Bon, les Américains ne sont pas dans la phase où...
Les Américains ne sont pas encore dans la phase où ils vont commencer à revenir sur les décisions de George Bush, c'est-à-dire l'invasion illégale de l'Irak. Hein. Ils sont dans la phase, encore une fois, où c'est la souffrance du soldat américain sur le terrain irakien. Hein, c'est American Sniper, c'est des mineurs, etc. Donc il n'est pas question de traiter des Irakiens. Qu'est-ce que vous voulez en faire des Irakiens? Vous avez vu dans American Sniper, les Irakiens, c'est soit des types dégueulasses qui veulent torturer un enfant avec une perceuse, ou alors c'est des lâches qui refusent de reconnaître la chance qu'ils ont d'avoir les soldats américains sur leur territoire. Même dans American Sniper, où ils pouvaient très bien glisser un ou deux Irakiens positifs, il ne l'a pas fait. Donc les Irakiens n'existent pas. Pourquoi voulez-vous qu'ils existent d'ailleurs? Je ne comprends pas votre question. On n'est pas du tout... Vous savez, les États-Unis sont un pays très refermé sur lui-même. La moitié des congressistes américains n'ont pas de passeport. George Bush n'était allé qu'une fois à l'étranger, il est allé au Mexique quand il était étudiant. Qu'est-ce que vous croyez qu'il imagine de ce que sont les autres, si ce n'est des espèces d'envieux, des menaces, des lâches comme les Français, des ennemis comme les musulmans, etc. Je veux dire, c'est une construction mythologique qui est dans le mode de fonctionnement même de la société américaine. Une des conditions pour accéder à cette société américaine, c'est de vous américaniser. Quand vous prenez un film qui a été un succès mondial, qu'est-ce que fait Hollywood? Ils achètent les droits, ils l'américanisent. Nikita, le film de Bresson a été transformé en film américain avec exactement les mêmes plans séquences, etc. Mais simplement, c'est des acteurs américains. Il y a même eu un truc extraordinaire. Comment s'appelle ce film qui se passait au pôle Nord avec des pingouins, là? Hein? La marche de l'empereur. Bon, ben, comme il n'y avait pas de personnage, le commentaire était fait aux États-Unis par un acteur américain. Ben, tous les Américains étaient convaincus que puisque c'était un succès, c'était un film américain. Il faut dire que c'est vrai que ce n'était pas possible de demander leur passeport aux pingouins. Mais ça ne pouvait pas être autre chose qu'un film américain. Tous les sondages faits montraient que... Ah oui, pardon, je vous ai oublié une image que je voulais vous montrer. Attendez. Ah. Là, c'est la censure, là. Ah non, ça va pas. Attendez, je vais voir si je la retrouve ici. Vous avez le technicien là, parce que je voudrais absolument montrer celle-là. Alors, juste une remarque. À mon avis, ils ont peut-être dû le couper parce qu'en fait, il nous reste 7 minutes. Oui, mais c'est pas grave, je voudrais absolument montrer. C'est possible de trouver. C'est la dernière des images. Dans les balances commerciales américaines, les deux secteurs qui rapportent le plus sont l'armement et le cinéma. C'est-à-dire le hard power et le soft power. Voilà, c'est celle-là. Là. Alors, je voulais vous montrer... Voilà. Je vais vous montrer cette image parce que je la trouve assez extraordinaire. Ce sont des sondages qui ont été faits par Ipsos, par l'IFOP, à la fin de la guerre, en 1994, en 2004 et en 2015. Bon. Et à chaque fois, la même question, c'était, selon vous, qui a le plus contribué à la victoire? En 1945, c'est les Russes. Et c'est vrai que ce sont les Russes qui ont libéré Berlin quand même. Hein. Bon. Le débarquement se fait en juin 1944, quand les Russes sont déjà à la frontière de l'Allemagne. En 1994, on est en pleine guerre froide. Vous avez remarqué que le rôle des Russes a considérablement diminué, le rôle des Américains a considérablement augmenté. 2004, là on est au paroxysme, c'est-à-dire les Russes n'ont quasiment rien fait, tout a été fait par les Américains. Les Anglais restent à peu près constants quand même, c'est difficile de leur nier une place. Et par contre, on est en 2015 dans l'idée qu'on a une reconstruction historique, c'est-à-dire évidemment la Seconde Guerre mondiale n'a été gagnée que parce que les Américains sont intervenus. C'est ça le soft power. Et Hollywood, évidemment, a joué un rôle essentiel dans la construction de cette mythologie. Donc, votre question sur les Irakiens, si vous voulez garder ça pour vous, ça n'a aucune importance, ces choses-là. Une autre question? Bonjour. Ma question, vous avez brièvement évoqué la question de l'autre extraterrestre en disant que c'était pas une identité humaine. Moi, je trouve que, au contraire, les extraterrestres, par exemple, des envahisseurs, sont très humains. Et j'aurais aimé que vous puissiez, dans la mesure du possible, nous en dire un peu plus. Écoutez, je ne suis pas très amateur de science-fiction, enfin de ces films-là. Simplement, effectivement, souvent, ça porte un message politique derrière. Hein. Donc, vous avez raison, je ne les ai pas traités parce qu'on n'a pas... C'est difficile, après les rouges, les jaunes, les noirs, les blancs, et c'est vrai, j'allais mettre quoi? Les martiens, c'était difficile. Mais c'est vrai que ça sert de contre-type. C'est-à-dire, par exemple, pendant la guerre froide, vous aviez une représentation de ce qu'a été la mythologie des envahisseurs, c'est-à-dire ils sont partout.
Donc c'est l'idée du communiste qui s'est infiltré et qu'on n'arrive pas à détecter, par exemple. Bon. Ça peut servir aussi à des discours de nationalisme extraordinaires. Par exemple, dans Independence Day, dans lequel le président de la République prend les commandes de son avion, quand même, de chasse, parce que vous savez, les présidents américains sont tous des anciens combattants. Non, Ronald Reagan, il a fait du cinéma pendant la guerre, pardon, excusez-moi. Donc, il prend les commandes de son avion de combat, il va être en tête de combat, si vous voulez. Il fait un long discours sur le fait que les États-Unis prennent la tête de la coalition mondiale pour aller détruire les envahisseurs. Il y a même des Irakiens qui participent à la coalition. C'est vous dire si c'était un film d'une grande ouverture d'esprit. Mais parce que là, on se bat tous ensemble contre des gens qui sont c'est pas nous, quoi. C'est les autres. C'est les autres, quoi. Mais encore une fois, ça sert, si vous voulez, de contournement, si vous voulez, de certaines difficultés. Mais je suis pas très amateur de science-fiction. J'ai jamais rencontré de martiens. Merci. Merci pour votre exposé extrêmement sarcastique. Je voudrais comprendre la philosophie de votre exposé sur la relation entre le pouvoir américain et l'idéologie américaine. Y a-t-il une politique de Hollywood pour présenter ce que vous avez présenté? Je voudrais savoir si, bien sûr, il y a le soft power américain du fait de sa puissance économique, mais est-ce que, par exemple, les films russes ou les films d'autres pays ne véhiculent pas une idéologie? Alors, je voudrais savoir quand même cette compréhension, parce que ce que vous avez décortiqué est relativement original, mais je trouve un peu trop sarcastique, même dans la présentation. Merci. Vous avez raison. De toute façon, chaque cinéma national elle transpose les qualités nationales. Bon, nous, on a les films qu'on faisait à l'époque coloniale mériteraient en eux-mêmes un examen critique qu'on a d'ailleurs fait. Hein. Bon. Donc, les films russes de l'époque soviétique aussi sont des films dans lesquels vous avez effectivement des films de propagande classiques. Mais vous avez aussi, comme à Hollywood, des films de qualité. Bon. La difficulté de la production cinématographique, c'est qu'effectivement, si vous ne la prenez pas dans sa totalité, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'elle a d'original. Parce qu'il y a des films qui sont inexportables, parce qu'ils ne sont que des codes, si vous voulez, internes à chaque société. Moi, ce qui m'a intéressé dans Hollywood, c'est que quand j'ai présenté mon manuscrit à une amie qui est gestionnaire de salle, elle m'a dit « Tu critiques pas Hollywood devant moi ». Elle traduisait ce qui est notre habitude à tous, c'est-à-dire de reconnaître au cinéma américain une extrême qualité, mais de ne pas le reconnaître, cette extrême médiocrité que j'ai essayé de mettre en évidence. Parce qu'encore une fois, ce sont les codes américains qui font la production des films. Je vais vous en citer des exemples. Le personnage important dans les films, c'est le producteur. C'est celui qui dit « Bon, moi je sais ce qu'attend le public, donc vous le ferez comme je vous le dis. Bon. » Tous les mouvements de contestation pour la revendication d'une identité minoritaire, par exemple les Noirs, les Mexicains, etc., ils n'ont exercé de moyens de pression sur Hollywood qui continuait à faire du politiquement incorrect que quand ils se sont organisés comme consommateurs. Ce n'est pas quand ils s'organisaient comme formation politique. C'est s'ils menaçaient de boycotter un film qu'à ce moment-là, Hollywood changeait ses batteries d'épaule. Un exemple, après le 11 septembre, adaptation au cinéma d'un roman de Tom Clancy, dont je ne sais plus lequel, enfin bref, c'était des Palestiniens, encore une fois, qui voulaient jeter une bombe atomique sur le Super Bowl. Oui, il y avait tout, les pauvres, ils étaient complètement fous. Alors évidemment, comme vous savez bien, une bombe atomique, ça se transporte dans dirigeable, et donc il suffit de le mettre dans une valise, bon, enfin, n'importe quoi. Et l'association des Arabo-Américains ont protesté en disant, écoutez, on est dans l'après 11 septembre, c'est pas vraiment utile de faire un film comme ça. Les producteurs ont dit, c'est pas un problème. Ils ont remplacé les Palestiniens par des Russo-Allemands nazis. Ça veut dire que de toute façon, du moment qu'il y a la menace, ça suffit, c'est pas grave. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Donc ce que vous dites est vrai, mais encore une fois, ce sont des codes spécifiquement américains. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de les mettre en évidence, mais j'ai pas l'intention de faire le cinéma russe, parce que je le connais moins que le cinéma américain. Moi, je suis inondé de films américains. Donc un autre épisode, série Homeland. Homeland, c'est l'exemple même de la fracture dans la société américaine, puisque c'est un ancien prisonnier devenu héros national, qui en fait va se révéler être un converti qui prépare un attentat. Bref. Ils veulent tourner un épisode en Syrie. C'était difficile quand même de tourner en Syrie, donc ils le font en Afrique du Sud, ce qui est normal, puisque c'est juste à côté. Ils recrutent des Arabes sud-africains qui demandent de jouer l'Arabe, qui va être méchant, gueulard, menaçant, cruel, etc. Bon. Et puis ils leur demandent en prestation de mettre des tags sur les murs détruits, c'est-à-dire à bas l'impérialisme, à bas le sionisme, etc. Les types s'exécutent, et quand la série est passée dans le monde arabe, ça a été un immense éclat de rire, parce que les types avaient écrit « Ne regardez pas cette série, c'est une série raciste. Homeland est une production mensongère. » Il n'y avait pas un type qui parlait l'arabe dans l'équipe de production. Pas un. Vous voyez pourquoi je m'amuse et je suis sarcastique.
On va devoir s'arrêter là. Merci à tous pour votre présence. Merci, Monsieur Conessa.